Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils l'ont braquée, sans savoir qu'elle était une karatéka ceinture noire. La pluie tombait doucement sur les rues calmes de Phoenix, Arizona, traçant des rivières argentées sur les trottoirs désertés. L'air avait cette odeur particulière de bitume mouillé et de feuilles écrasées. Il était 21h46, un jeudi soir comme un autre, et la ville semblait endormie sous un ciel voilé, ponctué de lueurs orangées des lampadaires. Jasmine Carter, 33 ans, avançait d'un pas tranquille, enveloppée dans une légère veste de sport noire. Ses cheveux tressés, encore légèrement humides de sueur, étaient tirés vers l'arrière en un chignon strict. Elle venait de terminer un dernier cours au dojo Ineflamme, un lieu qu'elle avait ouvert 7 ans plus tôt dans un quartier qu'on disait difficile. Là, chaque semaine, elle enseignait avec patience les valeurs du karaté à une trentaine d'enfants: discipline, respect, équilibre, courage. Beaucoup d'entre eux étaient issus de familles en difficulté. Pour eux, Jasmine n'était pas seulement une professeure, elle était un modèle, une seconde chance. Ceinture noire 4e dan, ancienne championne d'État du circuit américain, Jasmine avait raccroché la compétition après un grave accident de moto à 26 ans. Plutôt que de s'effondrer, elle s'était reconstruite. Son corps, son esprit, sa foi en la résilience humaine. Depuis, elle menait une existence volontairement simple et centrée. Elle partageait désormais son temps entre l'enseignement, quelques stages de self-défense, et l'écriture d'un livre intitulé « Le feu calme, art martial et maîtrise intérieure », un ouvrage qu'elle espérait publier l'année suivante. Ce soir-là, elle n'avait pas pris sa voiture. La pluie fine et la chaleur encore présente lui donnaient envie de marcher. Elle se sentait bien. Son sac de sport battait contre sa hanche à chaque pas. Ses écouteurs diffusaient une musique zen aux sonorités japonaises. Un léger sourire effleurait ses lèvres. Elle savourait cet instant de solitude, après une journée dense et satisfaisante. Mais dans l'obscurité, au croisement de DTH Street et Roosevelt Avenue, une silhouette bougea dans l'ombre d'un Porsche abandonné. Puis 2 autres émergèrent du côté opposé de la rue. 3 jeunes hommes, visages partiellement masqués par des capuches, suivaient Jasmine depuis quelques minutes. Ils n'avaient pas choisi leur cible au hasard, ou du moins le croyaient-ils. De loin, ils voyaient une femme seule, concentrée sur sa musique, les mains dans les poches, sans attention apparente. À leurs yeux, c'était une opportunité facile, un coup rapide. Un vol de sac, un peu d'argent, peut-être un téléphone à revendre. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette femme à l'allure tranquille avait passé plus de 20 ans à perfectionner chaque geste, chaque souffle, chaque frappe. Elle connaissait l'anatomie humaine comme un médecin. Elle maîtrisait la distance, le timing, le centre de gravité. Elle savait respirer dans la peur, agir dans le chaos. Et surtout, elle n'avait pas peur. Ils s'apprêtaient à faire l'erreur la plus stupide de leur vie. La ruelle était étroite, bordée de poubelles renversées et de murs couverts de graffitis délavés. Une lampe défectueuse clignotait au-dessus d'une porte de service rouillée, projetant des ombres nerveuses sur les briques humides. Soudain, la voix d'un homme fusa dans l'air, rauque et tendue. « Et toi? Donne ton sac. Et fais pas d'histoire. » Jasmine s'arrêta net. Le souffle de la pluie semblait suspendu autour d'elle. Elle retira lentement ses écouteurs, les rangea dans sa poche. Le ton, la posture, la distance, elle avait senti cette présence avant même que les mots ne soient prononcés. Sa posture se redressa naturellement, son souffle se régula, comme avant un combat. Elle tourna la tête. 3 silhouettes s'étaient détachées de l'ombre. Rick, le leader, s'avançait d'un pas lourd, sûr de lui. Il tenait une batte de baseball cloutée, visiblement volée dans un garage. À sa droite, Marcus, le plus costaud, tenait un couteau usé, les jointures blanches à force de serrer le manche. Il transpirait déjà, son regard oscillant entre menace et nervosité. Le 3e, Daryl, un ado au visage à moitié caché par un foulard, paraissait moins sûr de lui. Il restait en retrait, jetant des coups d'œil autour, comme s'il espérait encore que quelqu'un les interrompe. Jasmine les observa sans broncher. Son regard était tranquille, presque doux. « Je vous le dis une fois, vous ne voulez pas faire ça. » Sa voix était posée,
profonde, trop calme pour la situation. Un calme qui, paradoxalement, glaça un instant Marcus. Mais Rick ricana, croyant à une provocation. « T'as pas compris ?» gronda-t-il en avançant. « Donne ton sac ou on t'ouvre en deux. » Jasmine ne recula pas. Elle inspira. Lentement, elle se pencha et posa son sac de sport au sol, en prenant soin de garder un pied ancré. Puis elle redressa les épaules, planta ses talons fermement dans le bitume. Sa respiration ralentit encore. Elle entra dans le muchin, l'état d'esprit vide. Aucun stress. Aucune peur. Juste la précision. Dernier avertissement. Rick poussa un cri guttural et se jeta sur elle, la batte levée haut, prêt à frapper comme un bûcheron. Mais Jasmine bougea avant qu'il n'abaisse les bras. Elle pivota sur le pied arrière, leva le genou, et déclencha un mawashi-geri, un coup de pied circulaire parfaitement maîtrisé, qui frappa Rick à la mâchoire. Un craquement sec, net, résonna dans la ruelle. Son corps vola sur le côté, la batte glissa de ses mains et roula dans une flaque d'eau sale. Il s'écrasa contre une benne métallique, inconscient. Marcus hurla et se jeta sur elle par derrière. Il tenta de l'attraper à la taille, mais Jasmine sentit le déplacement d'air. Elle fit un pas latéral, se retourna d'un mouvement fluide, attrapa son poignet et utilisa sa propre force contre lui. Elle exécuta une projection séwanage modifiée, son épaule sous son bras, elle le fit basculer par-dessus son dos. Son corps de près de 100 kilos heurta le sol avec un bruit sourd. Il tenta de se relever, grogna, mais Jasmine enchaîna d'un tsuki, coup de poing droit, précis au plexus solaire. Il s'effondra à nouveau, gémissant, ses jambes désynchronisées. Puis, il ne resta que Daryl. Son couteau tremblait dans sa main. Son souffle était court, ses yeux grands ouverts. Il recula d'un pas. Puis deux. Puis se retourna pour fuir. Mais Jasmine bondit, rapide comme l'éclair. Elle s'était entraînée des années à lire l'intention dans les mouvements les plus subtils. Elle anticipa son esquive, le devança, se plaça devant lui sans agressivité mais avec autorité. Les paumes ouvertes. « Tu as encore le choix, » dit-elle, sans élever la voix. Daryl la fixa, perdu. Il voyait ses deux amis au sol, l'un le visage en sang, l'autre à peine conscient. Il vit dans les yeux de Jasmine ni colère, ni haine. Juste la certitude d'une femme qui n'avait jamais douté d'elle-même. Il lâcha le couteau. Il s'agenouilla, les mains levées, puis posa son front contre ses poings, comme un gamin pris en faute. Il n'avait plus envie de jouer au dur. Le silence retomba. Seule la pluie continuait à murmurer contre le béton. Les gyrophares rouges et bleus éclaboussèrent les murs de la ruelle encore trempés. 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent brusquement dans un crissement de pneus mouillés. 4 agents descendirent en hâte, mains sur les holsters, les regards balayant la scène comme s'ils s'attendaient à une fusillade. Mais ce qu'ils virent les fit Jeannette. 2 hommes étaient étalés au sol. Le premier, Rick, sa tête appuyée contre une benne, sa mâchoire déformée, gémissait de façon irrégulière. Des filets de salive et de sang coulaient le long de son menton. Le second, Marcus, était recroquevillé au pied d'un mur, tentant de respirer malgré une douleur aiguë à la poitrine. Une jambe pliée dans un angle inquiétant. Il pleurait sans retenue. Et au centre de cette scène, debout, impassible, les bras croisés, se tenait Jasmine Carter. Vêtue simplement, trempée jusqu'aux os, elle ne semblait ni en fuite, ni agitée. Elle attendait. Droit dans ses bottes. Comme si elle avait anticipé chaque minute de ce qui venait de se passer. Son regard se tourna vers les policiers, calme et lucide. L'officier Daniel Brown, un homme d'une 50aine d'années au regard perçant, sortit sa lampe torche et pointa la lumière vers elle. Main en évidence, madame. Qui êtes-vous? Jasmine s'exécuta, paume tournée vers eux. Jasmine Carter. Je suis celle qu'ils ont tenté d'agresser. Je ne me suis que défendue. Un des agents s'approcha de Daryl, qui était toujours agenouillé, le visage trempé de pluie et de honte. Il leva les yeux vers Brown avec un mélange de peur et de soulagement. C'est elle qui les a mis dans cet état, demanda Brown, un sourcil levé. Daryl hocha lentement la tête, puis répondit, la voix tremblante. Oui. Mais,
Elle nous a juste défendus. Enfin non. Elle nous a arrêtés. Comme une ninja. Un vrai fantôme. Elle a bougé trop vite. Un silence tendu s'installa. Puis Brown s'approcha de Jasmine. Vous dites qu'ils ont tenté de vous agresser? Elle désigna calmement la batte cloutée, le couteau, et les vêtements trempés des hommes. Ils m'ont encerclé. J'ai évalué. J'ai répondu. Brown observa son calme, son regard droit. Il comprit. Il y avait dans sa posture quelque chose de formé, de discipliné. Pas de rage. Juste une maîtrise absolue. Ce n'était pas une victime ordinaire. C'était une femme qui savait exactement ce qu'elle valait, et ce qu'elle défendait. Très bien. Une résidente nous a appelés. Elle a tout vu depuis sa fenêtre. Et votre sac de sport contient un kimono, une ceinture noire et un bouquin intitulé « Discipline du silence ». Vous êtes prof de karaté, c'est ça? Jasmine sourit à peine. 4e dan. Je donne des cours à des enfants. Je n'attaque jamais. Mais je n'accepte pas la peur. Les officiers commencèrent à interroger les suspects, à prendre des photos, à baliser la scène. L'ambulance emmena Rick sous sédation, Marcus en sanglots. Daryl fut placé dans la voiture, mais sans menottes. Il n'avait pas levé la main. Il avait même baissé les yeux. L'enquête fut rapide. Grâce aux caméras de sécurité d'un commerce voisin et aux témoignages de la voisine, les faits furent établis clairement, tentative de vol à main armée, en réunion, avec violence. Jasmine, elle, fut entendue comme victime en légitime défense. Aucune charge ne fut tenue contre elle. Mais l'histoire ne resta pas dans le secret des dossiers de police. Un journaliste local, alerté par un agent, publia un article sur le site de la radio KPXH 107.5 avec ce titre. Ils l'ont braquée, sans savoir qu'elle était une karatéka ceinture noire. L'article fut partagé plus de 800 000 fois en 48 heures. Les images de Jasmine, debout sous la pluie, les bras croisés devant ses agresseurs, circulèrent sur les réseaux sociaux avec des légendes comme la force tranquille, l'élégance du contrôle, respect. Point. Des centaines de messages affluèrent sur la page du dojo Ineflamme. Parents, femmes seules, anciens élèves. Tous voulaient apprendre ce que Jasmine incarnait, la puissance silencieuse. Le lundi suivant, un groupe d'élèves l'attendait à l'entrée du dojo, silencieux, aligné sous la pluie. Ils portaient tous une pancarte autour du cou. Un seul mot y était écrit, en lettres noires. Sensei. Quelques semaines plus tard. Après l'affaire, le nom de Jasmine Carter était partout. Des émissions du matin au débat du soir, on voulait l'inviter. On voulait qu'elle raconte, qu'elle rejoue la scène, qu'elle explique comment elle avait terrassé 3 hommes armés. Certains plateaux voulaient faire d'elle une sensation virale. D'autres, une icône féministe ou martiale. On lui proposa des contrats publicitaires, des livres préécrits avec des co-auteurs anonymes. Une maison de production proposa même une mini-série. Mais Jasmine refusa tout cela. Elle déclina les interviews, ignora les offres. Elle continua simplement à ouvrir chaque matin le dojo Ineflamme, à balayer le tatami, à guider ses élèves dans leur premier kata, à corriger les postures de ceux qui doutaient de leur propre axe. Seule une fois, elle s'exprima publiquement, sur son propre compte Instagram, dans une déclaration simple, blanche sur fond noir. Ce n'est pas ma force physique qui m'a sauvée. C'est ma maîtrise de moi-même. La violence n'est jamais une solution. Mais parfois, savoir se défendre sauve des vies. Le message fut partagé des millions de fois. Michelle Yeoh, une ancienne actrice d'action devenue ambassadrice culturelle à l'ONU, la repartagea avec la mention. Une vraie guerrière. Une vraie femme. Mais Jasmine ne cherchait pas à être admirée. Elle cherchait à éveiller. Depuis cette nuit-là, le dojo Ineflamme ne désemplit plus. Ce n'était plus un simple lieu d'apprentissage martial, c'était devenu un refuge. Un sanctuaire. Des mères y amenaient leurs filles, des jeunes garçons y venaient seuls après l'école. Des femmes ayant vécu des agressions. Des hommes brisés par la colère ou la peur. Des aînés, aussi, en quête d'équilibre. Le dojo accueillait désormais des personnes de tous horizons,
employés, enseignants, infirmiers, anciens militaires, adolescents autistes, femmes battues, retraités, sans abri. Jasmine ne refusait personne. Elle disait à tous. Ici, on n'apprend pas à frapper. On apprend à ne plus fuir. Chaque cours commençait par un moment de silence. Les respirations se synchronisaient. Puis, doucement, elle guidait les corps dans des mouvements précis, conscients. Kion. Kata. Kumit. Pas comme une performance. Mais comme un chemin vers soi-même. Des journalistes venus filmer discrètement depuis la rue décrivaient souvent la même scène. Jasmine, au centre du tatami, immobile comme une montagne. Et autour d'elle, des enfants, des adultes, des visages différents, unis par une même quête, retrouver leur axe intérieur. Un jour, un homme en costume, silhouette imposante, attendit devant la porte du dojo, hésitant. C'était Daryl. Il avait quitté son groupe peu après l'agression. Il avait accepté un programme de justice réparatrice au lieu d'une peine ferme, à condition de suivre une formation, et de s'excuser. Jasmine l'avait laissé venir. Quand il entra, il s'inclina profondément. « Je suis désolé, Sensei. Vous m'avez humilié, sans violence. C'est ce qui m'a le plus marqué. » Jasmine ne répondit pas. Elle lui tendit un kimono blanc. « Tu n'as pas à me prouver quoi que ce soit. Mais tu peux apprendre à te respecter. » Il ne manqua plus jamais un cours. Des mois plus tard, une plaque fut accrochée à l'entrée du dojo. Ce n'est pas la peur qui nous empêche d'agir. C'est l'oubli de notre propre valeur. J. Carter. Aujourd'hui encore, chaque personne qui pousse la porte de Ineflamme sent quelque chose d'indescriptible. Ce n'est pas un lieu de combat. C'est un lieu de résilience. Un lieu où le silence est plus fort que les cris. Un lieu où une femme debout a prouvé au monde que la vraie puissance ne fait jamais de bruit.